Je vais vous parler aujourd'hui de la fonction syntaxique des adjectifs en russe, anglais et français. Donc, je vais me questionner également sur le métalangage grammatical qu'on pourrait utiliser lors de nos explications données en classe de langue étrangère. Pour des apprenants non natifs, donc par les apprenants non natifs, on entend n'importe quel apprenant, pas forcément les futurs spécialistes de la langue. Je suis partie d'une assertion que le recours raisonné à la terminologie grammaticale en cours de langue étrangère est nécessaire et même indispensable, surtout pour la mise en réseau de connaissances interdisciplinaires. Donc, on y inclut bien sûr les connaissances antérieures des élèves. Outre cette mise en réseau, cette pratique contribue à la prise de conscience linguistique et l'autonomisation des apprentissages, surtout quand il s'agit de langues proches, donc de langue maternelle qui est proche de la langue étrangère. Donc, à la différence des grammaires académiques plus ou moins savantes qui cherchent à décrire et classifier les formes, la grammaire d'apprentissage va se rapprocher de l'apprenant en s'appuyant sur l'essence universelle transmise par la langue et en adoptant une approche communicative dans la construction d'explications des fonctionnements d'une langue étrangère. Quoi qu'il en soit, chaque enseignant aura besoin d'un ensemble de notions accessibles aux non-natifs et qui, dans la plupart des cas, n'ont qu'un vague souvenir de leur cours de langue maternelle à l'école. Toutefois, et c'est ce que je soutiens, l'enseignant doit pouvoir nommer ou une sorte de étiqueter en quelque sorte les faits dont le fonctionnement il explique, même si il doit s'appuyer sur un nombre d'exemples très important. Je vais parler tout d'abord, je vais définir tout d'abord les notions de la fonction syntaxique de l'adjectif et je vais parler de deux fonctions. Ensuite, je parlerai de quelques difficultés que les apprenants du FLE, de russe langue étrangère ou d'anglais LVA ou langue étrangère aussi peuvent rencontrer dans leur parcours. Justement, les difficultés qui sont liées à l'adjectif. Et donc, en dernier lieu, je proposerai une piste plutôt que des pistes d'enseignement de ce fait de langue. Donc, les fonctions syntaxiques des adjectifs russes, français et anglais. Donc, il s'agit de deux fonctions principalement, de la fonction attribut. L'attribut du sujet, donc l'une des fonctions de cet adjectif, c'est l'attribut du sujet qui est un constituant obligatoire du groupe verbal dont le noyau est un verbe attributif. Donc, le premier des verbes attributifs est le verbe être qui permet l'expression d'une propriété du sujet, comme par exemple dans une phrase Alice est grande. Donc, grande sera un adjectif attribut du verbe être est, et dans l'état du sujet, comme dans, par exemple, Alice est malade, donc malade sera un adjectif, attribut du sujet être est. D'autres verbes attributifs ajoutent des nuances aspectuelles, comme par exemple les verbes rester, devenir, comme elle reste, elle devient heureuse, par exemple, ou modal, donc sembler, paraître, avoir l'air, elle semble, elle paraît et elle a l'air heureuse. Donc ici, la partie attribut appartient au groupe verbal. Et donc la fonction épithète qui relie un constituant adjectival au nom d'une manière non pas indirecte, mais directe, c'est-à-dire sans préposition. Et donc, il fait partie du groupe nominal. Donc, il est lié, cet adjectif épithète est lié au nom qu'il modifie. Voici quelques exemples issus des trois langues sous l'étude. Donc, vous avez les exemples en français et en anglais que je vous laisse découvrir et les exemples en russe que je vais dire. Donc, ce sont les phrases qui veulent dire exactement la même chose que les phrases françaises et anglaises. Donc, это дом красивый. Ici, красивый, c'est un adjectif attribut et la particularité du russe, c'est que au présent, le verbe être est omis. Et donc, en fonction épithète, это красивый дом. Ici, vous avez un groupe nominal régi par le nom дом, donc maison, et красивый, c'est un adjectif épithète qui le modifie. Donc, en parlant des difficultés, quelles pourraient être les difficultés liées à l'apprentissage des adjectifs en français
pour un locuteur non francophone surtout. Donc, quand il s'agit de l'adjectif épithète, surtout adjectif épithète, mais aussi adjectif attribut, on peut, les apprenants souvent sont perdus quant à la place que ces adjectifs occupent au sein du syntagme. Donc, c'est avant ou après le nom qu'il qualifie. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur les exemples du français, je vais plutôt me concentrer sur le russe et l'anglais. Donc, difficulté pour le russe est que, donc, en russe, certains adjectifs possèdent la forme longue et courte. Donc, pour un apprenant qui n'a aucune notion de type de fonction syntaxique de l'adjectif dans la langue russe, c'est très difficile de cerner pourquoi est-ce que certains adjectifs ont cette forme courte et d'autres pas. Donc, la forme longue, c'est les épithètes. Donc, la forme longue peut se trouver en fonction d'épithète ou attribut, l'un et l'autre. Et la forme courte uniquement se trouve dans la fonction attribut. Donc, les formes longues ou dites déclinables, on le trouve au nominatif de certains adjectifs qualificatifs de type dur. Donc, pardon, c'est la forme courte qui peut se former à partir d'adjectifs qualificatifs de type dur. Cette forme, donc la forme courte, est indéclinable. Elle varie seulement en genre et en nombre et donc est utilisée seulement comme attribut du sujet avec le verbe être au présent. Donc, certains adjectifs sont obligatoirement employés à la forme courte lorsqu'ils sont attributs du sujet. Donc, comme par exemple dans une phrase on доволен, donc il est satisfait. Donc, satisfait, доволен, ça sera la forme courte de l'adjectif довольный. Ou alors on болен, donc la forme courte de l'adjectif больной. La forme courte est utilisée principalement pour donner un sens excessif à l'adjectif, comme par exemple, si on doit comparer les deux phrases, on молод или on молодой. Молодой sera la forme longue et donc la fonction attribue également, mais on молодой, on traduirait comme il est jeune et on молод, il est trop jeune. Donc, également, la forme courte peut indiquer une qualité passagère par rapport à la permanence signifiée par la forme longue. Par exemple, Anna сегодня красива, la forme courte accordée au féminin singulier, красива. Donc, Anne est en beauté aujourd'hui. Ou si on emploie la forme longue, Anna красивая, donc ça voudrait dire Anne est belle, donc de nature. Voici un certain nombre d'adjectifs qui sont le plus souvent employés à la forme courte. Donc, ces formes courtes, on pourrait se dire peut-être qu'au début de l'apprentissage, ça ne vaut pas la peine vraiment de les enseigner aux apprenants, sauf qu'elles sont assez fréquentes dans les différentes routines langagières. Par exemple, donc vous pouvez voir sur cette diapo les exemples de cette donc, formule routinière et donc on voit la nécessité vraiment de les introduire dès les étapes, on va dire, dès le début de l'apprentissage. Donc, maintenant, place à l'anglais. Quand on explique les intensifieurs so and such en anglais, on a tendance à dire, comme le fait bien la grammaire d'auto-apprentissage de référence de Raymond Murphy, on utilise so avec un adjectif ou un adverbe et such avec un nom ou un adjectif plus un nom. Ne serait-ce plus productif de dire que pour mettre l'accent sur un adjectif épithète, on va utiliser such, et pour intensifier l'adjectif attribut, on utilisera l'adverbe so. C'est à voir, c'est vraiment, ça dépend du fait à quel point les élèves, donc les apprenants, sont prêts à faire cette abstraction, on va dire, syntaxique, et donc
ils sont prêts à recevoir cette explication qui se base sur les notions de la syntaxe de leur langue maternelle, comme par exemple si on parle des apprenants francophones qui apprennent l'anglais. Ou alors, il peut s'agir du choix de l'adjectif. Donc, selon la grammaire explicative de l'anglais de l'arrière-rivière, l'utilisation de « il » est rare en anglais américain. On utilise habituellement « sick ». En anglais britannique, « il » est utilisé en position d'attribut et « sick » en position d'épithète. Donc, de même, c'est à l'enseignant de soit à la base d'annoncer aux élèves que donc sick sera plutôt aura tendance à se trouver à la fois à côté du nom et juste après le verbe, donc le verbe attributif, ou alors, et par contre, il aura tendance toujours à se trouver juste après le verbe attributif. Donc, c'est vraiment à l'enseignant de faire ce choix, quel type d'explication à donner, ou alors juste de se dire que sick et il sont des synonymes et qu'il s'agit juste de la version de l'anglais. Donc, maintenant, je voudrais parler brièvement de quelques propositions didactiques quant à l'enseignement de ce fait de langue, de l'adjectif principalement en russe et en anglais. Donc, j'ai trouvé un corpus de la série Dr. House et j'ai voulu faire une recherche par mots-clés donc des adjectifs il and sick. Et voilà ce que ça donne. On pourrait éventuellement, sur l'étape de la préparation des élèves, quand on prépare l'introduction au sujet des adjectifs, par exemple en anglais, on pourrait leur soumettre ces lignes de concordance et leur proposer de les observer afin d'identifier ce qu'ils trouvent immédiatement à gauche et à droite des mots-clés. Donc, par exemple, ce qu'elles pourraient signaler dans dans les concordances de il, c'est le fait que on voit quelques occurrences de il plus un adverbe plus il, en fait. Donc, vous avez mentally ill, deathly ill, gravely ill. Donc, cette utilisation de l'adverbe immédiatement à gauche de l'adjectif il est quelque chose vaut peut-être la peine de signaler aux élèves que cette, on va dire, préférence de il dans la structure adverbe plus adjectif. Et ensuite, ils peuvent éventuellement observer que effectivement il s'emploie après le verbe attributif et non pas avec un nom. Quant au sick, on peut voir qu'il peut se trouver dans la fonction d'attribut dans les phrases 3 par exemple, ou la phrase 10, ou alors il peut aussi se trouver dans la fonction épithète, comme par exemple dans la phrase 9, 18 ou 14. Donc voici, par ce type d'exercice, on amène en quelque sorte l'élève à faire ses propres propositions, conclusions, et donc aborder le sujet d'une manière autonomisante. Quant au russe, j'ai pensé à soumettre aux élèves, pareil, des extraits de corpus avec un adjectif court, zdarov, zdarova, zdarovy, donc toutes les formes de l'adjectif court, et les formes de l'adjectif long, zdarovy, zdarovaya, zdarovy, afin qu'ils puissent de même observer et par eux-mêmes faire les propositions quant à la différence d'emploi de ces deux formes. Donc ici, j'ai choisi un corpus de référence oral, corpus oral pour rester encore dans le registre et on va dire la syntaxe le plus simple et le plus basique possible. Donc,
Pareil, donc, les élèves pourraient observer que la forme courte a tendance de jouer le rôle de l'attribut et donc la forme longue caractérise, qualifie, modifie un nom. Ainsi, pour conclure, je voudrais dire que, à mon avis, si on a, en tant qu'enseignant de langue, on a cette possibilité de s'appuyer sur la syntaxe de la langue maternelle des élèves, autant le faire pour avoir une meilleure maîtrise de tous les moyens d'explication qui sont à notre disposition, pour vraiment mobiliser toutes les connaissances interdisciplinaires et donc rendre l'enseignement transversal en quelque sorte. Et d'une part, et d'autre part, c'est nécessaire aussi d'avoir cette artillerie, on va dire en quelque sorte, syntaxique et grammaticale pour nommer les choses. Parce que si à chaque fois on va essayer de simplifier, d'essayer d'utiliser les manières graphiques pour démontrer comment la langue fonctionne, je crains que cette simplification deviendra habitude et empêchera un petit peu nos élèves de grandir. Donc, je vous remercie pour votre attention. Good afternoon, everyone. I hope you can hear me well and see me well. My name is Esther Dorsman. I'm a teacher and researcher in the Netherlands, in Holland, for Dutch as a second language. So in my talk today, I will give you an overview, a brief overview of some practical approaches and examples of the syntax that is used in the Dutch as a second language teaching. So I will present to you the PowerPoint, and for introduction, I can say also I'm connected to various language schools in Holland and also to the National Board of the Dutch as a second language. I'm a board member there as well. So I will now share my screen. Yeah, so let me see, this goes like that. So I am Dutch as a second language teacher, and I will give you therefore examples and methods from my own practice and the observations that I see in the class and the research I do on that. I will present you the context of Holland. How is it in Holland? How is the situation? What kind of learners do we have of the second language? And what kind of teaching materials and didactics there? First, I want to say that NT2 means that is the translation for Dutch as a second language. So N translates to Dutch, T translates to language, and the number 2 to second, because it's the second and not the first language of the people who are learning. In the presentation, I give you some examples of didactics of NT2 syntax teaching and some most difficult or common errors in the syntax there, and hopefully followed up by some conclusions. So the Dutch context, when we study the levels, of course, you all know the framework, and the lowest levels in Holland are A0 and A1, and A1 and A2. Actually, those are the groups that the most of the people come to study. Goals for that are participating in society on a basic communicative level, to do volunteer work, basic jobs. You don't need a diploma.
So the communication is quite basic, and they learn to write the alphabet. In the middle levels, A1 and A2, which I will give examples from later in the presentation, the goals are to really participate in society through paid work and to understand and communicate on a daily basis the basic level. Of course, the higher levels, as you know, B1, B2, they need a Dutch diploma of higher education, and also they are needed to get higher level jobs. So to give you an overview, what kind of people do we have in Holland who are learning Dutch as a second language? The students are mostly refugees and asylum seekers or family related coming. And a large group of those have never been to school and cannot write. And most of them are lower and middle level educated people. Why do they need the Dutch? To live and work, of course, in the Netherlands and to stay here. And the countries they come from, the last 2 to 3 years, mostly Syria, Eritrea, Iran, Sudan, also some Arab-speaking countries, Yemen, Afghanistan, Lebanon, and we are seeing people at the moment from China, Ukraine, and Kazakhstan. So to give you the context of the learners. Then we have private and also public language schools. So we actually have both systems. And why is this? Because depending on the regional situation, the students, the people who are coming, refugees, can choose themselves what they want to do. Do they want to go to the private schools or do they want to go to the public schools? They get 10,000 euros from the Dutch government to spend on their language studies, Dutch as a second language. So they have 10,000 euros and typically they use this in about 2 to 3 years and they can choose the school. So public schools have teachers that are hired mostly in permanent contracts, and the teachers have a normal salary, good salary, which is protected by the education law and the union. But the private language schools, second language schools, all of them are commercial and the teachers are self-employed. So they are hired and your salary can vary on hourly basis rate, which is different. So one language school can give you a quite poor salary and the other language school can give you very good salary. So normally it should be around 45 euros an hour. This is the Dutch law, but the commercial schools, they play with this amount of euros, I would say. About 1,800 teachers of Dutch as a second language in total. So we are a marginal group, but a big group enough to have our own Dutch as a second language society. And then there are teaching materials that we use. I mentioned a few here. I don't know, is there any Belgian people, but anyway, if you want to know more about this, of course, you can always email me later on, no problem. And maybe an interesting fact is that in our country, the publishers, they offer nationwide course books. So both in the public schools and in the private schools, we use the same books. And if a student decides he doesn't want to be in a commercial school anymore, want to go to public school, it's not a big deal because the books are more or less the same. And yeah, this is good to know because the examples I will give in a few minutes, you will see why then it's good that they are the same. So the syntax in Dutch as a second language, it's not very well presented in the grammar books, in the theory, and also not in the handbooks.
And in the course books for the foreigners, it's integrated in the methods, so both digitally as on paper. And actually the syntax is, let's say, the terms that you use for the syntax to make the sentences in a good structure, they are put in a special terms. So for this A0 to A2 groups, the terms are simplified and they are put together in smaller groups. I show you in a moment. And this is actually because the most of the NT2 learners, they have a very low education or middle education in their home countries. And so they are not able to go to the abstract level that you would need to go to do good grammar structures or to follow the great syntax. For learners, it's actually very difficult to grasp the Dutch language. Actually, the Dutch, I think it's in the top 3 or top 5 of most difficult languages in the world to learn. So you can imagine that the syntax has a lot of rules, or a lot of rules in the grammar, but also a lot of exceptions. And this makes it so difficult for the people to learn it. So only after a while it will stick, the syntax. So what I will show you now is the A1 and A2 level methods. So many of the methods use some kind of system to simplify, to oversimplify. And I'm now presenting you from one of the books that is mostly widespread used in Holland. And they use a system in which they put all the grammar just in 3 groups. So group 1 is who and what, and that's the red color. Group 2 is verb, this is the purple color, and when they get from A1 to A2, in A2 they will use the 2A, first verb, and then 2B, second verb. And then when they use other functions in the sentence, we call it the rest. It's literally the rest. The rest of the sentence is put in the rest. So very oversimplified. There is still a 3A, which denotes like time or place, and the 3B, which is the other rest, you could say. So we go there, and there's a consequent use of this color scheme throughout the whole 2 years or 3 years that they are using these different methods. So now I come to a few nice examples. They build up in the more difficult way. So we start with the A1 level. I go to school. Ik ga naar school. So you see, correct sentence is then 1 is the subject, 2 is the verb, and 3 is to go to school. Sorry, it's like the place. In the second sentence, you see again, here it's a question sentence. Where does he buy salad? So waar koopt hij sla? So 3 is then like the rest, namely the question word where. Koopt, buy, to buy, the verb. Hij, he, it's the subject, and then sla, it's like the salad, it's the object. But we don't say object in our syntax. We oversimplify it to the rest. It's again, it's not a subject, it's not a verb, it's simply the rest. So everything is put in this third group, which makes it for the people, if they, once they know the colors, they understand the structure, 1, 2, 3, 3, 2, 1. So it's quite simple. We go to, let's say, A2 second half. We have to work tomorrow all day. Wij moeten morgen de hele dag werken. So again, here's the structure. And here you see that the verb is split into 2 because I'm using 2 verbs, have and to work. You see immediately that in English, the structure is very different.
So which make it even more complicated for those people, because on their way from Syria or Iran or wherever they come from, Eritrea, most of them have passed some kind of country before they come into Netherlands, and they have picked up some English, or they already know English, which make it even harder to translate it kind of in the Dutch syntax. And by the way, you see here two times a tree after each other. And it means that once you put the tree there, you can put whatever rest type you have. So I can say, we have to work tomorrow all day at my mother's home at 2 o'clock in the hospital, blah, 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 blah. So this is a kind of simplified structure, but it becomes very clear. Once they understand this concrete level, they understand it. So the last one, unfortunately, is the Gouda cheese eaten at 2 a.m. Helaas is de Goudse kaas om 2 uur opgegeten. So you see again this structure, 3A, it's more difficult. This is on the last, little bit on the last term of the 2A, I would say. Of course, you have also like joint sentences, right? So then they have this structure again with 1, 2, 3, but they learn like a different pattern. So the frequent errors that you have then in the syntax of entity to well, for Arab-speaking students, we see that often when they are still in the process of learning, they use a wrong word order. And you see here, he to the station walks. So this is how they would translate Arab into Dutch. The Tigrinya speakers, so they are from Eritrea. We have many of those. So it's Arab and Tigrinya are the biggest groups, Syrians and Eritrean people. The learners typically forget to use any of the verbs. So I'm not sure about Eritrean language, but the verb is somehow not translated into the Dutch. So the structure becomes quite often 1, 3, 3. She outside there. Iranian speaking students, they typically are a little bit more educated, so they know a lot already about syntax, but they use the main order in questions, which is in Dutch reversed. So to make it a bit complicated for them as well, we have the questions. And then the Polish-speaking students, we have about 400,000 Polish people since the last 20 years. So those have difficulties in the joint sentences. So middle educated and higher educated people from Poland, they make the errors, for example, with such as or if. Some last examples how it goes wrong. So the correct syntax is I go to school. Ik ga naar school. 1, 2, 3. Red, purple, green. Wrong syntax is ik naar school ga. I to go to school go. And you see what happens. And also the other, I'm seeing I have 2 minutes more, so I'm almost there. You see here the correct syntax and then the wrong syntax. They want to walk outside. They outside to walk want. And where does he buy salad? Where he salad buy does. So because of this oversimplification and the colors and using only 3 groups makes it much more simple and yeah, I would say clear to the students of the Dutch as a second language. And my conclusions are therefore as well that the foreign students, they have so much difficulties because of the exceptions and the rules, which are not so clear in Dutch. And by addressing and oversimplifying these parts of the sentence into all the study books, they are kind of reduced to a few groups.
and to put those groups in a few possible structures, you have a very functional approach and not abstract, but really concrete. And it's needed because they are lower and middle educated, mostly the groups that are coming. So I hope I gave you a kind of a brief overview of how syntax is integrated in the most common study books, course books for Dutch as a second language learners in Holland. And if you have any questions, you can always email me or give me a phone call. I'm welcome for your questions or asks. And thank you very much for your attention. Yes.